Séquence. On va ouvrir cet espace de discussion avec vous deux dans quelques minutes, et puis aussi avec vous dans la salle. Alors, on sait qu'il y a la possibilité de poser quelques questions, réagir à travers des SMS. N'hésitez pas à le faire, mais on va aussi essayer de prendre le temps de l'échange en direct avec vous, parce que c'est plus riche aussi que de le faire comme ça, plutôt forcément que par un médium qui empêche la discussion directe. Luc, tu as accepté de te plier à l'exercice de nous raconter la journée et demie de ce colloque-là en quelques minutes. C'est ça, donc j'avais 3 points. 1, il faut développer 4 métriques. 2, il faut éduquer les profs parce qu'ils ne sont pas bien éduqués. Et 3, il faut libérer l'entreprise qui est vertueuse par essence. C'est ça. Merci Luc pour cette synthèse de cette journée et demie. Voilà. En même temps. Voilà, donc plus sérieusement, donc voilà, en 10 minutes, nous avons quelques points clés. Alors, là où je suis, c'est pas forcément exhaustif, mais là où je suis, on a préparé 9 éléments un peu structurants durant ces 2 jours. Le premier, du côté des constats, on a posé des idées hier matin. Le mur est là et le changement est plus rapide que prévu. C'est le cinéma rapport du GIEC qui dit ça. Et que définitivement, on applique le vocabulaire qu'on va parler sur la transition, des transitions figurant, voire une grande rupture, une grande prestation. Deuxième élément, c'est du côté des émotions face à ce mur. On l'a vécu en immersion hier matin. Mais voilà, et puis les plénières hier ont bien posé voilà, il y a des émotions qui sont du côté des angoisses, des peurs, des colères, qui peuvent être sur l'impuissance d'accepter le climat dans la société. Et l'intervenant nous amener à être plus du côté d'un changement de valeur, d'une valeur positive, d'un avenir désirable. Voir un système d'orange qui pourrait l'amour. Voilà. Et le fait par ce scénario inventé, mais une pluralité de scénarios de possibles qui seront inventés. Et puis on a tous, voilà, on fait 90 à vivre hier soir l'expérience avec Julien Vidal, qui avait du côté de l'imagination, du rêve, qui pose une utopie transformatrice. Et découvrir aussi que cette utopie, déjà, c'est pas pour demain, c'est pas pour 2030, mais déjà en marche, concrètement, et ici maintenant sur notre territoire. Troisième dimension de ce qui m'a marqué, c'est la question qu'on a beaucoup travaillé hier, individuelle, collective ou politique. Et les travaux de l'hier après-midi ont bien démontré qu'on était comme coincés entre les logiques gestionnaires de l'État, qui pensent savoir, qui est injonctif, et qui pue, et puis des éco-gestes, la responsabilité est renvoyée à l'individu, des éco-gestes, c'est le terme de Stéphane Lagrange, prennent le cerveau, et qui cherchent, c'est un psychiatre qui disait ça, à rééduquer les gens de manière normative. Et que, coincé entre tout ça, notre chemin à nous, et c'était Catherine Arène qui nous a proposé ça, c'est plus du côté de l'étude populaire. D'ailleurs, les solutions qu'on avait mais vraiment, le chemin à construire qui était plus du côté des initiatives populaires. D'un collectif poétique qui a du sens. Quatrième dimension, qui a été aussi fortement travaillé hier, et on va, je pense, fortement retravailler avec vous cet après-midi, c'est cette tension entre fin du mois et fin du mois, thématique et injustice sociale, avec Catherine Arène qui rappelait voilà, ce propos de Medgo, qui voilà, définitivement la PDG des gens, a démontré le lien entre crise climatique et injustice sociale. On a cette tension entre les deux. Et le fait, pour payer dans le mur, le besoin de penser ensemble transition écologique et justice sociale. Avec, c'est l'accord de Guillaume hier après-midi et de Catherine, mais c'est de dire, quelque part, une double peine des pauvres. Vraiment une double peine. Sont ceux qui contribuent le moins à la dégradation de la planète et ceux qui portent le plus le poids des injonctions à cette transition écologique. Et donc, voilà, mettre ça au boulot. Donc, la cinquième dimension, c'est la question en termes de cas démocratique. Puisque voilà, on n'est pas un État qui pense savoir ce qui est bien, et des entreprises qui se font vertueuses par essence. Et donc, je découvre en particulier les plus fragiles, de gestion d'un débat démocratique qui est conflictuel, en tant que naïf, c'est pour de Guillaume après-midi, sur les intérêts divergents, conflictuels, et rapports de force dans la société par rapport à cette transition climatique. Mais dans l'enjeu aussi de régulation, j'ai trouvé ça aussi intéressant de la science. Parce que de l'expertise scientifique, elle est vraiment précieuse, on voit les rapports du GIEC, mais elle a besoin d'être enrichie, d'être régulée par d'autres apports, notamment ceux des sciences sociales, et l'apport des corps intermédiaires et civils qui s'organisent. Et le rapport du GIEC est intéressant en cela, à travers justement cet apport des sciences sociales, notamment des sciences du comportement. Sixième dimension qui m'a marqué, c'est le rapport au territoire.
à la fois en tant que dimension à la fois importante des injustices liées à la crise climatique. On va pas refaire l'histoire de la PDG et entre le 20, le rural et les métropoles, c'est le même système monde. Mais aussi dans le contexte de la transition écologique, avoir découvert le territoire comme levier puissant pour agir. Et quelqu'un disait ce matin, pour regagner en souveraineté territoriale, c'est un forme de souveraineté territoriale, ou alimentation, mobilité, habitat, emploi. Voilà. Cette dimension est travaillée hier encore plus fortement aujourd'hui, la question des alliances et des coopérations. Un enjeu, voilà, face à un enjeu aussi important, on ne peut pas y aller seul. On a besoin de peser, voilà. Et de fait, on a été impressionné dans un des ateliers hier soir sur le de fait, c'est une question de manière de faire fédéralisme. Fédéralisme, c'est par l'agrégat d'action individuelle, mais c'est comment on fait système, on fait mouvement, entre initiatives, Jérémy Camus, le VP de la métropole de Lyon, qui nous en a fait sur ça, fortement. Et puis, cette alliance est cloisonnée avec de nouveaux acteurs spécialisés autour de visées communes de changement. On l'a vu, on a justement évoqué la question de l'alliance avec l'Alternativa, des pratiques avec l'agro-bio, la nouvelle, etc., enfin, de nouveaux acteurs. Et puis, ça peut être avec les petits publics classiques, entre guillemets, les petits publics, mais on voit que c'est souvent dans le rapport au territoire qu'on peut faire alliance à travers l'expérience de la classe de la Drôme, et de la filière de la Drôme, ou l'expérience encore en avec la métropole de Lyon, ou de projets de territoire, type d'outils territoriaux comme les PAT, les CLS, enfin différents outils qui permettent de faire alliance avec les publics autour de projets territoriaux. Et dans ces alliances, la question de organisme, c'est la question des rapports aux mouvements sociaux. Mais on voit que ça gratte de trouver on y va comment? Est-ce qu'on est leader? Est-ce qu'on est en alliance avec d'autres qui ont plus de mandats, qui sont plus au front sur des luttes sociales? C'est cette question qui est posée. Huitième dimension qu'on a marquée, c'est la question du rapport au quotidien. C'est très fort ce matin dans la table ronde, avec en plénière ce matin avec les centres, et puis dans les différents ateliers ce matin, c'est la capacité, voilà, l'enjeu de repartir du quotidien, de ce qui fait problème pour les gens, de leur intérêt, les questions du quotidien, on l'a vu ce matin dans des pratiques de renseignement notamment, soit en revivant les portes d'entraide, on l'a vu, de partage d'entraide, de manger, de consommation, de consommer différemment, des portes d'entraide classiques dans les centres sociaux, mais qu'on revisite, soit des portes d'entraide qui sont plus à investir. On l'a vu dans l'atelier ce matin, par exemple, sur l'action de mobilité, voire d'habitat. Voilà, pôle. Et puis, une neuvième dimension, c'est passer du faire sans le savoir à une prise de conscience collective. Je trouve que c'était très fort à la fin de la plénière ce matin. Voilà, c'est pour faire changement, il y a besoin de passer du faire. Le faire, c'est important, c'est essentiel dans le centre, de le faire ensemble. Mais si on veut organiser une transformatrice, de s'acculturer ensemble, de comprendre ce qui est en jeu, de célébrer les victoires, de comprendre pourquoi on fait ça, et donc de passer un cran sur l'acculturation collective. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour le terme utilisé ce matin par Mélanis, c'est une option d'attaque culturelle, d'attaque culturelle pour pouvoir passer un cran ensemble. Et au final, quand on regarde les ateliers de cet après-midi, quelque part, on est tous en mouvement de manière créative à travers son argumentaire, qui a été travaillé dans le plaidoyer, soit à travers le sens social désirable en 2030, à travers les créations de cet après-midi. Voilà, merci à vous. Merci à toi, c'était extrêmement clair. On voit effectivement le sens social désirable. Je ne sais pas si tout à l'heure vous aurez le temps de passer devant. Je pense qu'on a aussi piqué une plante quand même, accessoirement. N'oublions pas de la remettre à la fin. Mais dans le prolongement de ce que tu viens de poser, Luc, on avait envie de prendre cet après-midi une petite séquence comme un espace de discussion. Tu évoquais la question des coopérations, notamment Luc tout à l'heure. Tu évoquais la question des initiatives citoyennes et de la question politique. Ça nous intéressait de pouvoir avoir cet échange avec des acteurs de politique publique, des actrices de politique publique. Et donc, cet après-midi, on a effectivement le plaisir de vous accueillir, Marine Jantet. Donc, je le disais tout à l'heure, vous êtes déléguée interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté. Peut-être que le nom va changer, que vous nous direz éventuellement. Et vous pilotez donc la stratégie de prévention de lutte contre la pauvreté depuis plusieurs années. La Première ministre a annoncé il y a quelques semaines un pacte des solidarités que vous avez travaillé avec vos équipes. Et l'un des axes de ce pacte des solidarités concerne justement, c'est l'axe numéro 4, l'organisation solidaire de la transition écologique. Voilà, ça nous intéressait de pouvoir déjà
vous écouter pour que vous me disiez pourquoi, du point de vue de votre approche, de votre fonction, ça vous paraît important, essentiel de corréler les questions de transition écologique et solidaire en lien avec la lutte contre la pauvreté. Qu'est-ce que vous portez à travers ce quatrième axe de ce pacte des solidarités? Et puis après, on aura l'occasion de revenir un peu plus sur les coopérations possibles avec les acteurs. Merci. Vous m'entendez bien? Non. Alors, oui, là, ça marche mieux. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, première chose, peut-être, juste pour vous expliquer, je ne suis pas sûre que tout le monde soit bien au fait sur l'ensemble des axes de ce pacte des solidarités. Donc, la stratégie pauvreté arrivée à échéance à fin 2022. Donc, là, avec un nouveau gouvernement, on attendait de savoir quelle suite allait être donnée à cette démarche qui, vous savez, était très ancrée dans les territoires avec la création de postes de commissaires. J'espère que vous les connaissez dans vos régions pour justement animer, on va y en venir, des communautés d'acteurs sur les territoires, mais aussi avec un lien très fort qui avait été créé avec les collectivités locales en charge de beaucoup de politiques de lutte contre la pauvreté, notamment les conseils départementaux. Et puis, il y avait donc deux grands axes qui étaient la lutte contre la reproduction de la pauvreté, donc en agissant dès le plus jeune âge, donc un gros volet petite enfance en France, jeunesse, et un deuxième contexte qui était la sortie durable de la pauvreté par l'insertion dans l'emploi. Donc là, on arrivait un petit peu à l'échéance, on s'attendait à savoir comment le nouveau gouvernement allait se positionner. Donc la première ministre, comme vous le disiez, a annoncé le 3 novembre dernier devant les associations de lutte contre la pauvreté, dans une réunion où il y avait quand même 8 membres du gouvernement, en plus de la première ministre. Je pense qu'il en manquait 2 d'ailleurs qui avaient été excusés, mais donc on voit que ça concerne quand même beaucoup de ministères. Elle a annoncé donc la construction d'un nouveau pacte, alors qui va s'appeler donc plus stratégie de lutte contre la pauvreté, mais pacte de solidarité, et qui comporte donc 4 axes. Donc on reprend les 2 premiers objectifs qui étaient dans la stratégie pauvreté, donc on s'inscrit vraiment dans la continuité de cette stratégie. Donc toujours la lutte contre la reproduction de la pauvreté. On va y en venir aussi avec toutes les actions de l'accompagnement des familles, la parentalité, le sujet de la réussite scolaire, mais avec l'école et donc l'insertion aussi des jeunes. Un deuxième gros volet sur l'insertion professionnelle, donc avec en lien avec le chantier France Travail. Et puis on en rajoute 2 autres. Alors un qui concerne aussi, qui concerne la lutte contre la grande marginalité et l'accès aux droits. Donc ça, ça existait déjà en sous-jacent dans pas mal d'actions de la stratégie, mais ce n'était pas énoncé en tant que tel. Donc ça, c'est Jean-Christophe Comte qui est très attaché à ce volet-là, le nom de la Croix-Rouge, il voulait vraiment le valoriser de manière plus explicite, et c'était aussi des recommandations de France Stratégie. Et puis, la dernière axe qui, on va y venir, justement, concerne notre journée d'aujourd'hui, qui, là, pour le coup, vient plus de la stratégie de la délégation de pauvreté au départ, donc, qui était la logique de penser la transition écologique, qui, comme vous le disiez, le mur est devant nous, voilà, il est là, il est même là plus vite que prévu. Et donc, il faut l'affronter, mais il faut l'affronter de manière solidaire. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup porté et qui a été entendu, et j'en suis très contente, et maintenant tout est à construire, parce qu'on voit bien que c'est un des sujets importants. Donc, pour juste vous donner une idée, et après j'arrêterai de parler du pacte, mais je pense que c'est important que vous ayez quand même un peu des perspectives. Là, on est en train de mener des concertations. Vous avez été associé à certaines des concertations assez light, pour être très honnête, parce que l'objectif n'est pas, je pense que les constats, on est tous assez au clair sur les constats, on ne voulait pas que ça passe trop tôt. L'objectif, c'est d'arriver vite à l'action et à l'obtention du budget. Vous savez que c'est le nerf de la guerre. Et donc là, le poids qui en coûte est terminé, donc il faut vite se mettre le pied à la porte pour ne pas perdre des moyens, parce que sinon les autres passeront par là avant vous. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'idée, c'est de faire des concertations assez larges, mais qui valident un peu avec l'ensemble des acteurs les grandes orientations, pour assez vite aller après demander des moyens supplémentaires pour démarrer, avoir un cadre de travail, donc pour le prochain quinquennat, qui serait donc annoncé fin janvier 2023. Donc, ça va arriver assez vite. Voilà. Donc, ça, c'est un point important. Qui impacte, le nom a quand même son importance, c'est aussi une volonté d'associer les acteurs. Et on va y revenir. C'est justement la logique là aussi, on creuse le sillon de la précédente stratégie qui était d'être dans une logique territoriale. Et là, ils veulent vraiment réaffirmer la nécessité que toute cette action de lutte contre la précarité des personnes passe par une alliance de beaucoup d'acteurs, que ce soit évidemment
donc les associations, les collectivités locales, les entreprises, on va y revenir aussi, parce qu'il y a, voilà, et donc, et bien sûr, les services de l'État, et tous les opérateurs, caisses de sécurité ou autres. Donc, on a besoin d'avoir à la fois un impact au niveau national, mais il y aura des impacts locaux. On va y revenir. La toute cycle est encore en construction, hein, mais je vous donnerai les. Voilà. Alors, pourquoi on a fait ce quatrième axe qui est, pour le coup, très nouveau par rapport à ce qu'on avait fait dans la précédente stratégie? Alors, déjà, en partant du principe, ça c'est quelque chose qui montait, comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure, la logique des gilets jaunes, qui avait quand même été une première fracture importante, montée. On voyait bien qu'il y avait un sujet de lien, des changements de comportement et le lien entre le changement climatique et on a essayé de s'adapter et l'acceptation par les publics plus modestes. Et puis après, on a vu de plus en plus, en tout cas, je pense que pour la population française, c'est évident qu'il y a un lien entre transition écologique et justice sociale. Enfin, je pense qu'on a vu beaucoup de manifestations ces derniers temps sur le climat en disant, voilà, il faut concilier la fin du monde et la fin du mois, comme vous le disiez. Et je pense que ça, il y a une vraie prise de conscience au niveau de l'ensemble de nos concitoyens de cette réalité-là, malheureusement, dans leur chair. Hein. Enfin, ils les vivent difficilement dans leur sujet. Donc là, l'idée pour moi, c'était de le faire porter au niveau politique, c'est-à-dire de le faire comprendre au niveau politique, ce qui n'est pas si évident que ça. Enfin, voilà, je vais y revenir, c'est pas si évident que ça. D'une part, pourquoi? Parce que ce qu'on essaye d'argument qu'on déroule hein, auprès des décideurs, c'est d'une part que les pauvres ne sont pas les plus responsables de ce changement climatique. Ça va mieux en 10 ans. Hein. Vous savez que l'empreinte carbone des moyennes des 10% des Français les plus riches est 4,5 fois plus importante que les 50% des Français les plus pauvres. Enfin, voilà, c'est sans revenir sur le 4 ou autre, mais enfin, on est quand même sur des décalages très forts. Et par contre, non seulement ils n'en sont pas très responsables, mais par contre, ils en subissent les premiers des conséquences. Pourquoi? Et là aussi, ça va mieux en le disant, parce qu'ils ont d'abord ils vivent majoritairement dans des passoires thermiques. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils achètent des habitats loin des villes qui ne sont pas très chers, mais par contre qui coûtent très cher en termes de coût énergétique et qui du coup grèvent leur budget. En plus, ils ont, comme je dis, ils achètent des habitants loin de leur lieu de travail, quand ils ont un travail, il y a beaucoup de travailleurs pauvres, mais ils ont des dépenses de mobilité assez fortes et évidemment, ils ont des voitures anciennes qui coûtent plus cher en termes de carburant et qui sont bientôt ne vont plus être acceptées dans les fameuses zones à faible émission. Enfin, ça, c'est un sujet le mur, là aussi, qui arrive dans 6 mois. Hein. C'est 2023, hein, j'avais bien 2023. Donc ça, c'est et troisièmement, parce que c'est le sujet du développement durable, et c'est pas que la partie précarité énergétique, enfin, c'est pas que le logement qui, même si c'est un énorme morceau et les mobilités, c'est aussi l'alimentation. Vous savez que la structure de consommation de ces publics modestes et encore plus, les expose encore plus à l'inflation actuelle. Parce qu'on sait qu'à peu près, en octobre, l'INSEE dit à peu près il y a en moyenne 6,6% d'inflation. Pour le premier quintile, on est à 6,2, pardon, sur l'ensemble de la population. Pour le premier quintile, on est à 6,2. Et si on regardait le premier décile, on n'a pas les chiffres, voilà, on sait que c'est bien plus important parce que les 10% les plus pauvres, ils consomment essentiellement de l'alimentation et de l'énergie. Et vous savez que l'augmentation de l'inflation c'est 12% sur les produits d'alimentation et 20% sur l'énergie. Donc, ils sont les premiers, voilà, ils ont les conséquences et eux, c'est déjà des gens qui n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Je vous apprends rien, hein, mais je vous redonne l'argumentaire que je donne, voilà, c'est aussi important que vous les ayez dans voilà. Donc, et ce qui veut dire que même en termes de consommation alimentaire, vu l'inflation sur les produits alimentaires, déjà qu'ils ne consomment pas beaucoup de produits frais parce que ça coûte plus cher, là, ils vont consommer encore moins, alors que c'est celle qui est la plus durable. Hein, voilà. Donc, vous voyez que c'est des sujets qui sont vraiment très importants. Et enfin, on va y revenir, ils bénéficient le moins des dispositifs d'aide qui sont en place. On va y revenir là-dessus. Donc, il y a des choses qui existent, mais même la défense des droits s'en est fait l'écho. Ils en bénéficient le moins pour plein de raisons. Et donc, pour tous ces sujets-là, il y a vraiment un enjeu, mais à la fois de justice sociale,
aussi, je vais vous dire, même d'acceptabilité, c'est-à-dire donc démocratique. Si on ne fait pas ça, là on va être face à des changements sociétaux majeurs. Si on ne les pense pas de manière solidaire, hein, on va se prendre des murs pour le coup sociaux qui peuvent vraiment fragiliser nos sociétés. Avec sans doute des moments de violence, comme on l'a vu au moment des Gilets jaunes, il y a une colère qui monte, je pense que vous le sentez, hein, quand j'entendais, je trouvais ça intéressant que vous parliez de sentiments tout à l'heure, moi je sens aussi dans la population un ras-le-bol, un écœurement, un sentiment d'abandon, etc. Donc il est hyper important qu'on essaie de les penser, de penser cette situation qui va être difficile pour tout le monde. Si on ne la pense pas un minimum avec un peu d'empathie pour ces publics-là qui ont encore moins que les autres les moyens de s'adapter, ça va mal se passer. Enfin, voilà. Et tout le monde sera perdant. Voilà, c'est ça. Je vais peut-être un peu long, mais... Merci. On voit ce que vous portez comme enjeu autour du pacte sur cette question-là. Peut-être en complément et en rebond, j'avais envie de t'interroger sur une autre dimension, me semble-t-il, qui est importante à prendre en compte dans cette question de justice sociale et de transition écologique. C'est finalement peut-être aussi la question démocratique. C'est-à-dire que là, on évoque un certain nombre de coûts, un certain nombre de charges pour les personnes et de conséquences. Il y a aussi une dimension qu'on porte dans notre réseau, on a eu l'occasion de l'évoquer là depuis 2 jours. C'est aussi tout simplement, entre guillemets, faire en sorte que tout un chacun, toute personne soit concernée par cette transition-là et que chacune puisse être acteur de cette société, d'utiliser le mot désirable, il me semble tout à l'heure. Il me semble que ça, c'est une dimension qu'on porte notamment dans notre réseau, peut-être qui veut faire écho aux banques et citoyens également d'ailleurs. Merci, voilà, c'est dit. Non, évidemment, se dire que mais ça va sans dire, parce que c'est pas toujours, et d'ailleurs l'intitulé initial de notre rencontre était transition écologique et solidaire, et en cours de préparation, mais l'équipe l'a transformé en transition écologique, citoyenne et solidaire. Et ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il y aura de transformation écologique, oui, que solidaire, mais aussi, pour qu'elle soit solidaire, il faut qu'elle soit citoyenne. Et à plein de titres différents, notamment parce que c'est par la citoyenneté qu'on se réapproprie les communs. Et que cette réappropriation des communs est absolument essentielle face à l'ultra-vulnérabilité là pour le coup de tous les citoyens, avec des citoyens plus vulnérables que d'autres, mais une vulnérabilité sur une fin du monde qui touche tout le monde. Mais l'appréhension des communs apportés et des communs de la nature et d'autres communs est absolument essentiel, et les enjeux démocratiques associés sont clairement à prendre en compte. Et à ce titre-là, on a évidemment, nous, centres sociaux, un rôle fondamental à jouer, et c'est aussi en lien évidemment avec tout ce qu'on porte autour de démocratie et justice sociale. On pourrait dire peut-être que l'enjeu, il est vraiment de se renforcer sur ces questions-là. Comme le disait Marine Janté, il y a une espèce de décalage entre les décideurs et la vie des gens, la vie des territoires, la réalité des territoires. Et il faut que, par des dynamiques collectives, on se réapproprie ce qu'il y a à changer, et qu'on le porte, qu'on le transforme, et que derrière, la société politique suive la société civile, parce qu'il y a des besoins aussi de passage à l'échelle, etc. Donc voilà, là je m'éloigne un peu de ta question, mais non, mais c'est pas grave. Justement, Marie Jantel, vous évoquiez tout à l'heure la question du portage politique de cette dimension qui n'est pas simple, de transition écologique et solidaire, et vraiment la corrélation entre ces deux termes. Vous évoquez aussi une approche dans la construction du pacte, dont vous disiez que c'était light pour un certain nombre de contraintes, néanmoins une approche que vous voulez situer dans la coopération avec des acteurs et publics et les acteurs associatifs.
qu'est-ce que vous voyez, vous, comme intérêt ou comme angle de coopération possible entre votre délégation interministérielle et un réseau comme celui des institutions que vous connaissez par ailleurs déjà depuis quelques années, autour de cette stratégie, de ce pacte en général, mais plus particulièrement de cet axe-là aujourd'hui dont on parle de justice sociale et écologique. Alors, moi, je pense que votre force, mais on en avait déjà discuté quand on s'était rencontrés, pour vous avoir vu sur le terrain, votre force, c'est votre proximité. On voit que de plus en plus, ça reste le sujet numéro un pour ces publics précaires. Vous avez une logique de maillage très fin, très ancrée dans les quartiers, dans les zones, voilà, différents territoires qui existent. Et donc, vous êtes capable de faire de l'aller vers, de vous adapter aux besoins des gens et de les faire participer. Et ça, je pense que c'est un des éléments importants. On en vient sur le sujet de démocratie et de démocratie, c'est que de plus en plus, les gens se sentent mis à l'écart, un peu laissés tout seuls ou autres. Et vous êtes des acteurs qui, au contraire, peuvent les raccrocher. Parce qu'on a quand même, faut pas qu'on oublie qu'on a la chance d'avoir un système social globalement en France qui est quand même assez généreux et qui est moi je le redis toujours, de manière macro, on sera à un taux de pauvreté de 22% en France s'il n'y avait pas la redistribution de notre protection sociale. Donc c'est pas rien, c'est pas encore assez, et c'est quand même loin d'être rien. Il ne faut pas tout voir en noir. Et on est un des pays avec un taux de pauvreté le plus faible d'Europe. Donc même au sein des pays riches, on s'en sort pas si mal, même si le reste qui reste pas acceptable. Mais je maintiens qu'il faut aussi revoir les choses. Et donc, tout l'enjeu, et là où vous avez un rôle à jouer énorme, c'est que les gens adhèrent à ces droits. C'est le problème du non-recours. Et vous savez très bien dans notre quotidien, et on a 30% de recours à ça. On ne sait pas encore combien il y en a à la prime d'activité et à toutes sortes d'autres droits. On est en train de mettre de l'allocation familiale, la Secours catholique, on en reparlait aussi dans la situation. On sait que ça, c'est un enjeu. Et donc, le versement à la solidarité à la source, qui est un des grandes réformes du quinquennat à venir, va essayer de résoudre une partie des problèmes. Mais comme je l'ai toujours, on n'arrivera jamais à automatiser tous ces droits-là. Ça ne marchera pas. Ça n'a pas été conçu comme ça. D'ailleurs, de toute façon, nos droits, ils sont d'abord quérables par principe. Et après, il y a à chaque fois des ressources différentes, des critères différents pour essayer d'être le plus juste possible. C'est aussi une logique de justice sociale, ça nous défend. Mais du coup, on ne pourra pas tout automatiser. Donc, vous êtes des maillons et des acteurs qui peuvent permettre de faire ce lien entre des acteurs, des citoyens qui n'ont pas connaissance de ces droits, ni accès à ces droits. Et voilà. Et je pense que en plus, vous avez la capacité d'internaliser, parce que on est dans un monde bien siloté, bien vertical. Vous avez aussi une capacité d'intégrer au niveau d'un territoire ultra-local différentes, comme les maisons France Service, donc il faut faire un petit peu de tout bois, vu la difficulté qu'on a de toucher ces publics-là. Vous avez une capacité d'intégration de tous les différents réseaux. Là, l'enjeu sur cette transition écologique, c'est qu'il existe plein de choses. Honnêtement, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur cette transition écologique, même sur tous les aides, que ce soit les aides pour payer la partie énergétique, les MaPrimeRénov' ou autres. Il y a beaucoup d'argent qui est mis. Le sujet, c'est qu'elle n'arrive pas à toucher les publics les plus fragiles parce qu'ils ne le connaissent pas, ils n'ont pas accès à ces réseaux et à ces moyens-là. Et donc, vous êtes un des éléments, un des acteurs, parce que de toute façon, il n'y a pas une solution, c'est un des acteurs qui peuvent leur permettre ça. Et puis, il y a sans doute des ajustements dans les dispositifs. Vous savez qu'il y a plus de 50 aides pour d'aide à la transition écologique qui existent. Donc, comment voulez-vous que les personnes qui sont, c'est pas la spécialité ou autre, et le temps qui se préoccupent plutôt dans ce livre, s'y retrouvent dans ce maquis d'aide. Donc, c'est clairement vous qui avez un rôle pour gérer essayer d'intégrer et de faciliter avec d'avoir l'appui de l'État. À nous déjà de travailler sur la clarification des différentes aides, vous outiller là-dessus, etc. Mais après, il y a le maillon, vous êtes le dernier kilomètre, et c'est essentiel. Donc, du coup, ça, je pense qu'il y a des alliances qu'on peut faire, nous, en termes d'outillage, et nous, en termes aussi d'ajustement des aides. C'est-à-dire que nous, là où je vois notre rôle, c'est par rapport au ministère de la Transition écologique, c'est d'ajuster les critères.
Par exemple, sur la rénovation du logement, vous avez plein de choses qui existent avec l'ANA, hein, qui propose des aides conséquentes pour les gens qui sont propriétaires pauvres, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il faut faire votre demande sans avoir commencé les travaux, il faut faire des avances de trésorerie énormes, il faut faire 20% d'économie d'énergie. Donc, les personnes n'ont pas les reins solides pour faire cette avance-là. Donc, à nous d'ajuster, de négocier au niveau national l'ajustement de ces critères pour voir comment on peut arriver à. Du coup, ça touche une toute petite proportion. Plutôt, ils ont un enjeu, s'ils veulent que ça devienne massif. De toute façon, il y aura un enjeu d'adaptation pour que les gens y recourent. Mais après, une fois qu'on a fait ça, encore faut-il que les gens, une fois que tout est parfait, aillent cliquer sur la bonne demande. Et avec, je clique à dessin, c'est-à-dire qu'après, il y a tout l'enjeu de la facture numérique, parce que là, tout se fait en ligne maintenant. Voilà, après aussi, moi, c'est. Donc, vous, voilà, moi, je pense que vous avez un rôle à la fois d'emmener les gens, d'aller les chercher, de les accompagner, de les aider à trouver, à s'ajuster aux ces aides et de nous faire remonter aussi, dernier point, les besoins. Parce que comme vous êtes en contact avec les populations, comme je vous explique, on se vient des fractures et des décalages de perception entre le niveau national et le niveau territorial. Et plus que jamais, il va falloir que vous soyez aussi, vous êtes des antennes, des capteurs, des signaux d'alerte. Sur voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et je pense que la force de cette stratégie pauvreté, que ça avait été de faire quelque chose d'assez descendant remontant, il faut continuer à le faire. Merci. On voit cette dimension-là que vous évoquez autour notamment de relais, de liens avec les habitants, sur cette dimension de l'accès au droit et au droit au pluriel. Tariq, qu'est-ce que tu vois, toi, comme élément de coopération possible, comme positionnement de notre réseau dans les territoires sur ces sujets-là? C'est justement croiser la question d'accès au droit et la question de coopération. C'est-à-dire que c'est pas nous qui porterons l'accès au droit, les accès au droit multiples et divers. C'est pas notre travail. Par contre, de créer les conditions pour que ce soit le plus adapté et facile possible, et donc de travailler les coopérations pour que localement il y ait des alliances d'accès au droit et des alliances de la coopération qui se construisent sur de la transition écologique et solidaire pour élargir les questions à d'autres sujets que l'accès au droit, c'est absolument essentiel et c'est là qu'on doit aller aussi. On est un peu, d'une certaine manière, confronté à la tension fin du mois, fin du monde, à une autre échelle et à une autre valeur, c'est-à-dire, oui, il y a la question de l'urgence de l'accès au droit, mais il y a aussi absolument besoin de travailler sur nos territoires, la transformation des territoires pour qu'ils deviennent viables écologiquement, socialement, etc. Et donc, cette tension, elle se joue dans nos façons de faire aussi. Et donc, nous, on se revendique vraiment comme des acteurs de coopération et on essaie de trouver des moyens de financer cette fonction renforcée d'animation globale qui permettrait d'agir sur toutes les transitions, qu'elles soient écologiques ou autres, et notamment aussi numériques. Est-ce que tu veux juste préciser cette dimension que tu viens d'évoquer là autour de l'idée de la reconnaissance de fonctions d'ingénierie sur l'accompagnement de transition? C'est vrai que c'est une dimension qui est portée par notre réseau, notamment vis-à-vis de la CNAF, dans le cadre de la COGE qui arrive, qui est également portée auprès de l'ensemble des ministères, qu'on a porté auprès de vous aussi il y a quelques semaines quand on vous a rencontré. Est-ce que tu veux juste redire de quoi il s'agit sur cette idée-là? Il y a un enjeu vital à porter la coopération sur la coopération pour des transitions démocratiques, énergétiques, numériques, etc., démographiques. Et cet enjeu-là, il ne va pas se faire comme ça. Alors, bien sûr, on arrive à trouver localement des financements, et on l'a vu dans ces un jour et demi, il y a des solutions locales
qui se construisent, mais elles créent encore une fois la disparité suivant les territoires. Nous, on a ambition à ce que ça soit généralisé et qu'il y ait des financements nationaux. En tout cas, déjà, peut-être dans un premier temps, si ce n'est pas généralisé de manière absolue, qu'il y a un passage à l'échelle avec une expérimentation très large de ces fonctions de coopération pour la transition. Voilà, donc c'est ce qu'on porte partout où on interagit avec des décideurs ensemble. Merci. Tu viens de dire le mot interagir. Alors, j'en profite, c'est le moment. Je ne sais pas si des questions nous sont arrivées par SMS, et je vais me lever aussi pour qu'on puisse éventuellement créer la possibilité d'échanger avec la salle. Alors, on a une première, entre réaction et questions. L'entre-soi des uns va alimenter la ségrégation des autres. Selon vous, ne sommes-nous pas dans des actions politiques conjoncturelles et non structurelles? Vous êtes prête à répondre à cette question? Je ne suis pas certaine que ce soit pas, c'est certes conjoncturel, parce que là, mais on voit bien que, comme je vous dis, le mur est là. Et le mur, il arrive plus vite que prévu. Déjà, parce que ça arrivait plus vite que prévu, parce qu'on avait plein de choses qu'on n'avait pas forcément anticipées. Les scientifiques disaient que, le disent eux-mêmes, il y avait que le vent dans la compte des pôles, c'est, comme vous n'avez pas intégré dans leur modèle le facteur vent qui effectivement accélère la fonte des glaces. Mais je pense que justement, ça va se transformer en quelque chose de structurel à cause de ça. C'est-à-dire que là, il y a une crise énergétique liée à la suite du Covid, plus la guerre en Ukraine, etc. Mais on voit bien que ce qu'on va commencer à faire dans ce cadre-là très conjoncturel, ça va être de fait, ça va devenir structurel, parce que je ne vois pas comment on peut revenir en arrière après, en disant tout va revenir comme avant. On a bien espéré après la crise Covid qu'il y aurait d'abord le monde d'après, on dit on s'en fiche, etc. Puis on voit bien que le monde d'après, on a essayé de revenir au monde d'avant, mais ça nous rattrape, quoi. Donc je pense que c'est du conjoncturel qui va devenir structurel. Et comme je le disais en aparté tout à l'heure, c'est que je suis persuadée que beaucoup de choses vont venir de la société civile. Enfin, ça, c'est à titre personnel, c'est que je pense qu'on parle un peu de décalage entre la perception politique et on voit bien que, quand je dis, dans le trois quarts de la France, les Français ont compris que de toute façon, on n'a pas le choix. Après, ils n'ont pas forcément envie de changer. Enfin, c'est pas parce qu'on a compris, c'est comme quand vous savez que la fumée tue, pas pour autant que vous n'avez pas envie de fumer, quoi. Voilà. Donc, et vous savez, qu'en faisant des trucs, en prenant l'avion, en prenant votre voiture, voilà, c'est pas génial, mais ça n'empêche que vous savez que c'est pas bien, quoi. Enfin, maintenant, tout le monde, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Et là, l'étape d'après, ça va être comment on transforme ça en action collective. Et les Français ne veulent y aller, à mon avis, aussi tout le monde y va. C'est-à-dire que ce qu'on entend aussi dans pas mal de prises, c'est, moi, je veux dire, à l'étang, mais à condition que, voilà, que ce soit quelque chose de collectif. Donc, tout l'enjeu, il va être justement d'arriver à, si on en revient à notre sujet, de justice sociale. C'est-à-dire que, OK, moi, je veux bien y aller, je veux bien m'adapter, etc. Mais il faut aussi que tout le monde y aille et que ce ne soit pas les 10% les plus riches qui continuent à faire ce qu'ils veulent avec leurs jets, etc. Et il y a des valeurs d'exemple. On voit bien que, regardez ce qui s'est passé, regardez ce qui se passe avec la Coupe du Monde au Qatar. Enfin, on commence à avoir, c'est pas encore massif, mais on commence à avoir des choses qui, il y a quelques années, paraissaient pas si choquantes que ça, quoi. Et maintenant, ça coince, quoi. Donc, sachant que, je rappelle, hein, que les appels à la sobriété pour les publics pauvres, c'est quand même assez choquant parce qu'ils sont déjà sobres, hein, enfin, de fait. C'est-à-dire que, voilà, c'est un sujet qui, moi, je dis attention au discours politique et à voilà, de fait, elle est déjà là. Donc, eux, ils disent, nous, très bien, nous, on fait déjà notre part de boulot. Voilà. Sauf que pour l'instant, c'est tout l'enjeu démocratique aussi. On en revient avec ça, c'est que on le voit après, ça se traduit dans les urnes, hein, avec de l'abstention, avec une augmentation du vote plus radical, etc. Et c'est ce qui, on ne prend pas conscience au niveau des élites et du gouvernement de ce changement-là. Ça explique aussi, ça explique pas tout, hein, mais voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a du conjoncturel qui va de fait devenir structurel. Merci. Réaction peut-être depuis la salle, envie de partager
son regard sur coopération possible, souhaitée ou souhaitable entre pouvoirs publics. Là, on est sur l'entrée Pacte des solidarités et notre réseau, ou un regard un petit peu plus global. Je sais notamment qu'il y a plusieurs fédérations et unions de centres sociaux qui agissent en coopération avec des commissaires à la pauvreté dans différents territoires régionaux ou départementaux. Voilà, proposition de... Je sais, c'est la fin du colloque, on est un peu fatigué, mais c'est le moment ou jamais, si vous voulez. D'accord. Bon, j'arrive. Et demain, on va commencer demain. Alors, vas-y, Isabelle commence et j'arrive. Sébastien. Et c'est Isabelle qui te passe. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. De toutes ces réflexions, je pense que le travail qu'on a fait pendant les jours et demi sont utiles. J'ai un problème quand même avec quelques mots quand on parle de souveraineté. On a coupé la tête au roi, on va essayer de trouver des mots différents. On ne peut pas avoir des territoires qui soient détachés des autres territoires, on veut travailler aussi ensemble, on veut faire ensemble. Et donc, je ne suis pas sûr que rechercher une souveraineté sur mon territoire par rapport au territoire d'à côté soit vraiment ce que je recherche. Il faut qu'on réussisse à faire des choses au niveau local, il faut qu'on fasse des choses au niveau plus global, et il faut qu'on mette notre place aussi dans le monde. Et donc, c'est tout ça qu'il faut que nous ayons en tête. Alors, il y avait une expression qui voulait réfléchir globalement et agir localement, mais là, en l'occurrence, ce serait vraiment nécessaire. On ne peut pas faire sans ce qui se passe dans le reste du monde. Il faut qu'on fasse des choses, mais il faut qu'on fasse des choses avec les autres. Merci Sébastien. Bon, j'y vais avec mon micro, je descends après. Oui, du coup, moi, c'est Arthur, je travaille dans un espace de vie sociale dans le Nord-Vendée. Et le questionnement que j'ai, c'est que souvent, lorsqu'il y a des temps de rencontre entre plusieurs partenaires, pour notamment, pourquoi pas parler de ces transitions, on n'est pas de fait invité, et c'est souvent à nous de pousser la porte et d'être actifs. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire, parce que notre expertise, vous l'avez dit, vous la percevez et elle est ressentie, il n'y a pas des choses à faire pour qu'on devienne réellement incontournable sur ces temps et qu'on soit au moins invité sur ces temps de rencontre, et que j'ai l'impression que c'est souvent fatigant, en tout cas, moi, des fois, c'est comme ça que je le perçois, de toujours devoir moi pousser la porte, et que la structure doit pousser la porte pour être autour de ces tables-là. Je vous rassure, hein, c'est à tous les niveaux. Hein. C'est un peu difficile de passer à moi aussi, je passe même pas à pousser les portes. C'est pour me rassurer, donc je ne sais pas si ça me rassure d'ailleurs, mais je pense que c'est. Combat commun. Ah voilà, c'est un combat commun. Non, après, moi, je vous invite, enfin, demain, justement, votre président vient rencontrer les commissaires et les contrats pauvreté, parce qu'en plus, il y a pas mal de renouvellement en ce moment, donc ce qui est logique, hein, ça fait 3 ans que. Donc, il ne faut pas hésiter, on va vous redonner leurs coordonnées. N'hésitez pas, parce que c'est bien aussi qu'il y ait des gens nouveaux qui arrivent, qui rapportent aussi une fraîcheur, d'autres regards sur les sujets, d'autres réseaux aussi, hein, parce que c'est large, hein, le sujet de notre contrat pauvreté. Donc, n'hésitez pas à les recontacter, parce que maintenant, ils sont un peu plus inscrits dans la vie administrative, parce qu'eux aussi ont dû passer pas leur temps à pousser les portes. Donc, c'est aussi eux qui sont des animateurs. Maintenant, ils commencent à avoir vraiment fait leur place. Ça dépend des régions, ça dépend mais ils sont vos alliés. Donc, voilà, on prévoit des rencontres régulières, mais vraiment, n'hésitez pas. Alors, nous, on redonnera. Surtout, je sais que vous êtes organisé plutôt au niveau départemental. Eux, ils sont au niveau régional, mais ils sont tout seuls. Donc, voilà. Mais je pense qu'ils ont un rôle politique, en fait. Ils ont un rôle aussi, voilà, l'animation ne se substitue pas aux directions de l'État qui sont vos interlocuteurs actuels, ou au CAF, qui sont aussi au niveau départemental, mais ils ont un rôle justement d'animation et de créer des liens aussi, parce qu'il y a des choses qui se font dans un endroit qui ne se font pas dans un autre. Enfin, voilà. Et donc, ils sont aussi là pour faire le lien entre tous les services de l'État. On parlait de transition écologique et énergétique, avec l'aide réelle, avec voilà, des acteurs que vous avez moins l'habitude de côtoyer. Ils sont vos interlocuteurs, donc n'hésitez pas à les contacter, quoi, aussi. Donc, on vous redonnera, vos représentants nationaux ont bien leurs coordonnées, et n'hésitez pas à les contacter.
Merci. C'est vrai qu'on a vu sur les dernières années qu'il y a plein de coopérations qui se jouent au niveau régional sur différentes entrées en fonction des territoires. On a vu sur des démarches d'aller vers, sur des questions de parentalité, sur des questions de droit. Donc, poursuivons cette démarche-là, y compris sur cet enjeu autour de l'axe 4. Surtout qu'il y a des sujets, il y a des organisations qui sont plus faites au niveau régional. Par exemple, si vous voulez, les portes d'entrée sont parfois plus faciles au niveau régional et d'autres plus faciles au niveau départemental. Donc, à eux de jouer sur, justement, il y a aussi l'entrée des collectivités avec les départements. On aura aussi un enjeu, on en parlait, dans le cadre des futures contractualisations qui vont continuer. Ça, c'est un élément important qui n'est pas encore forcément acquis. Mais qui vont continuer. Donc, nous, sur la partie accès au droit, animation, on a justement un enjeu de connexion du niveau départemental et local. Parce que c'est ça aussi. Parce qu'il faut aller aussi chercher l'argent là où il est. Il y a quand même de l'argent dans les conseils départementaux aussi. Merci. Juste, on a beaucoup parlé d'ouvrir des portes, de mettre les pieds dans la porte et tout ça. Peut-être pour conclure sur cette séquence, est-ce qu'il est encore possible de mettre le pied dans la porte des groupes light autour de cet axe transition écologique? C'est vrai que nous, pour notre réseau, on est sur l'un des autres axes, le 3 en particulier. Je vous invite, si vous voulez. Alors, c'est le mercredi prochain. Il y a une réunion. De toute façon, c'est que le début. Je le dis, je le redis. Vous l'avez souligné dès le début, c'est encore mieux. Voilà. Nous, c'est une première réunion parce que je suis bien, c'est pas le début et la fin. Ça ne va pas réinventer le monde en une réunion de 2 heures par visio. Voilà, moi, je suis très humble là-dessus. C'est juste une première manière aussi de mettre le pied dans la porte, surtout sur cet enjeu-là. Au contraire, venez parce que il faut qu'on fasse bouger les ministères d'écologie et les commissions écologiques, on a besoin de tout le monde. Parce qu'ils sont pas pareil, ils font des choses très bien, mais encore une fois, ils sont pas il faut que chacun fasse des pas d'avance, quoi. Donc, nous, on doit aller vers leur mode de fonctionnement, et eux, ils doivent aussi venir vers le champ social. Et c'est des gens quand même qui ont des fonctionnements très différents et des rationalités propres qui ont, c'est ni bien ni mal, c'est juste, il y a une question de culture. Le monde des ingénieurs n'est pas du tout le même monde que le fonctionnement. Voilà. Et une fois qu'on le sait, ça c'est de la sociologie aussi administrative et sociétale, et c'est la démocratie, c'est ça qui est génial, on est tous différents, mais parfois c'est difficile de se comprendre. Donc, il faut que, voilà, il faut qu'on y soit, et parce que même localement, vous aurez besoin il faut comprendre, il faut qu'ils entendent les besoins. Donc, oui, je vous invite, c'est mercredi prochain, 14h30, donc je vais vous faire suivre la présentation. Plus on récit, plus on rit. Merci beaucoup, Marie Jantet, pour cette discussion, cet après-midi. Merci avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse redescendre alors. Voilà, ici, si vous voulez. Tariq, on arrive au dernier moment de ce colloque-là, le moment où tu fais un mot, un discours, un propos de clôture et d'envol, comme on aime bien dire. Voilà, un envol, un propos, ça ne va pas être un discours. J'ai malheureusement pas pu assister à l'ensemble des 2 jours. Moi, ce que j'avais envie de dire au nom du conseil d'administration de la Fédération nationale, c'est d'abord réexprimer un certain nombre de convictions qui ont été affirmées pendant ces 2 jours. On en a parlé tout à l'heure, mais je vais aller très brièvement. La transition écologique sera citoyenne et solidaire ou ne sera pas. Les citoyens habitants de nos territoires sont convaincus, pour une bonne part, de la nécessité de cette transition écologique, sociale, écologique, citoyenne et solidaire. Et simplement, aujourd'hui, il y a un sentiment de décalage entre citoyens et politiques. Notre conviction absolue, qu'on a vu notamment ce matin, c'est que les centres sociaux sont non seulement légitimes pour aborder, traiter cette question, mais sont indispensables. C'est-à-dire que la transition écologique ne se fera pas sans les centres sociaux. Une autre conviction qui renforce aussi la place des centres sociaux, c'est la question évoquée par Luc sur les émotions, sur le sentiment, qui sont un point d'appui à la transformation sociale et écologique. Et cette approche
sur les émotions, cette approche sur le sensible, c'est aussi un de nos fondamentaux. Donc, des convictions, une condition à ça, une condition associée aux convictions, c'est une citation de Cynthia Fleury dans un livre qui vient qu'elle vient de sortir, où elle écrit pas de soin du climat sans climat du soin. On n'arrivera pas à traiter la question écologique si on n'a pas créé les conditions d'exercer totalement et pleinement la question du soin, la façon de rendre les gens vulnérables, enfin, comment dire, de rendre tous les gens qui sont vulnérables, solidaires, impliqués et concernés. Donc, cet absolu de dire qu'il faut créer les conditions d'un climat du soin, dans une période où c'est particulièrement difficile pour nous, centres sociaux, les centres sociaux sur le terrain confrontés, eux aussi, comme les habitants, à des questions d'inflation, à des questions d'attractivité des métiers, à des questions de complexité administrative, ça n'aide pas à créer les conditions pour travailler les questions écologiques. Et pourtant, on va s'y coller, on s'y colle et on va s'y coller. Enfin, pour conclure, on a besoin de s'engager sur un certain nombre de choses. Comme le disait Luc, il a évoqué la notion de faire masse. Et effectivement, je pense qu'on a absolument besoin de faire masse par des alliances, par de la coopération à tous les échelons. On a vu aujourd'hui, les coopérations locales à certains endroits fonctionnent. Les coopérations départementales à d'autres endroits fonctionnent. Sur la question écologique aujourd'hui, à un niveau national, on n'est pas là. Donc, il faut absolument qu'on trouve les moyens, à la fois sur les financements, mais aussi sur la constitution d'alliances, et ça a été aussi évoqué par Luc. Faire masse, je pense par exemple à ce qu'on a fait sur les centres sociaux itinérants. Le fait d'arriver à avoir un financement spécifique qui a permis de diffuser largement les questions d'aller vers et de travailler, même si c'est déjà travaillé depuis longtemps, ce renforcement de moyens significatifs autour des centres sociaux solidaires a créé quelque chose, une dynamique extrêmement vertueuse, et il faudrait qu'on trouve les moyens d'aller nationalement vers ce type d'initiative. Donc, besoin de faire masse, mais aussi besoin de faire système. Besoin de faire système parce que, alors faire système, ça ne veut pas dire faire tous pareil, mais ça veut dire se regarder faire, dire oui, il n'y a pas de scénario idéal, il y a des scénarios multiples, ils sont travaillés localement, notre force c'est le local, notre force c'est le territoire, mais effectivement, ce territoire, il est connecté, ces territoires sont connectés entre eux, et on a intérêt, vitalement pour la transformation sociale et écologique de nos territoires et nationaux à faire système. Et ça nécessite peut-être, sans doute même, et c'est un engagement qu'on peut prendre au niveau national, c'est de mieux travailler la question de l'ingénierie, de transformation de nos pratiques. Parce qu'on a vu dans les exemples qui étaient donnés qu'il y a plein de choses qui se passent dans les centres sociaux, il y a un certain nombre de choses qui se passent dans des fédérations locales, et c'est pas déconnecté, puisqu'il y a aussi de l'accompagnement des fédérations locales auprès des centres sociaux, et c'est relativement structurant dans bien des cas. C'est ça qui permet là pour le coup aussi de faire masse. Donc, tous ces débuts d'ingénierie, il faut qu'on les renforce, il faut qu'on les développe, et ça, c'est ça qui nous permettra demain d'être à la hauteur des enjeux qui sont plus que vitaux. Hein, on a parlé de murs. Voilà, on ne va pas le redire. Donc, juste pour conclure, une échéance courte, c'est mai à Lille. Évidemment, je ne peux pas ne pas parler de Lille parce que
il y a dans les contributions du réseau, dans la façon dont on va poser les choses, c'est l'étape suivante sur la façon de penser l'écologie, la transition écologique citoyenne et solidaire dans nos territoires et au niveau national. Donc, rendez-vous à Lille, j'allais dire rendez-vous à Tours, parce que effectivement, c'était initialement prévu à Tours, mais rendez-vous à Lille. Et d'ici là, nous, Fédération nationale, on s'engage à travailler les axes que j'ai décrits préalablement. Voilà, je voulais terminer en remerciant Isabelle, qui vient peut-être sur place pour dire le dernier mot. Je voulais juste vous dire qu'on a démarré par les émotions et on finit par l'émotion, la joie d'avoir passé ces 2 jours ensemble. On espère que c'était un bon moment pour chacune d'entre vous. C'était hyper riche. Et je voudrais que les membres du groupe national qui ont animé, préparé, porté là, les ateliers se lèvent, s'il vous plaît, les collègues. Les membres de l'équipe Moncane aussi, qui ont porté, animé. Ceux qui sont intervenus, merci beaucoup. À vous aussi. Et puis rendez-vous à lui pour la suite des avancées sur la transition écologique citoyenne et solidaire. Et n'hésitez pas à venir voir le centre social dont vous rêvez pendant quelques années. Voilà.